Le 24 mai 1863, un dimanche, mon oncle, le professeur Lidenbrock, revint précipitamment vers sa petite maison située au numéro 19 de Königstrasse, l'une des plus petites anciennes rues du vieux quartier de Hambourg. La bonne Marthe dut se croire fort en retard, car le dîner commençait à peine à chanter sur le fourneau de la cuisine. « Bon, me dis-je, s'il a faim, mon oncle, qui est le plus impatient des hommes, va pousser des cris de détresse. »« Déjà, monsieur Lidenbrock !» s'écria la bonne Marthe stupéfaite en entrebâillant la porte de la salle à manger. « Oui, Marthe, mais le dîner a le droit de ne point être cuit, car il n'est pas 2 heures. La demie vient à peine de sonner à Saint-Michel. »« Alors pourquoi monsieur Lidenbrock rentre-t-il ?»« Il nous le dira vraisemblablement. »« Le voilà. Je me sauve, monsieur Axel. Vous lui ferez entendre raison. » Et la bonne Marthe regagna son laboratoire culinaire. Je restai seul. Mais de faire entendre raison au plus irascible des professeurs, c'est ce que mon caractère un peu indécis ne me permettait pas. Aussi, je me préparais à regagner prudemment ma petite chambre du haut, quand la porte de la rue cria sur ses gonds. De grands pieds firent craquer l'escalier de bois, et le maître de la maison, traversant la salle à manger, se précipita aussitôt dans son cabinet de travail. Mais, pendant ce rapide passage, il avait jeté dans un coin sa canne à tête de casse-noisette, sur la table son large manteau à poils rebroussés, et à son neveu ces paroles retentissantes. « Axel, suis-moi !» Je n'avais pas eu le temps de bouger que le professeur me criait déjà avec un vif accent d'impatience. « Eh bien, tu n'es pas encore ici ?» Je m'élançai dans le cabinet de mon redoutable maître. Otto Lidenbrock n'était pas un méchant homme, j'en conviens volontiers, mais, à moins de changements improbables, il mourra dans la peau d'un terrible original. On est sur un niveau de stress inadmissible. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je te propose de découvrir une sortie littéraire toute récente, puisque je m'apprête à te parler du livre « Voyage au centre de la Terre », écrit par Jules Verne. Voyage au centre de la Terre a été publié en 1864 aux éditions Hetzel, puis republié en 1867 avec 2 chapitres supplémentaires, 45 au lieu de 43. Il s'agit du 3e roman d'aventure écrit par Jules Verne après 5 semaines en ballon, publié en 1863, et Les aventures du capitaine à terrasse, paru en 1864 lui aussi. Évidemment, attention, ouverture d'un débat, peut-on proposer un avis sur une œuvre majeure de la littérature française et de la littérature de l'imaginaire en règle générale? Oui, voilà, fin du débat. Merci à toi d'avoir participé. Encore heureux. Et même, on doit. Il y en a marre de sacraliser les récits de la littérature classique et de s'inscrire dans le consensus qui dicte « Tu dois tous les aimer, sinon c'est que t'es vraiment nul ». Je vois beaucoup d'analyses sur Voyage au centre de la Terre, mais assez peu d'avis. Qu'une histoire explore différents sujets et qu'elle s'en retrouve enrichie, c'est bien. Mais si en plus elle est plaisante à lire, alors là c'est jackpot. Le problème, si tu es comme moi, c'est qu'on t'a forcément pété les couilles en cours de français à te parler d'œuvres de la littérature classique dont tu te carres le cul. Par exemple, Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand, c'est une très belle œuvre, très bien écrite, très riche. Mais qu'est-ce que c'est chiant. L'autobiographie Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, bien, mais pour lui un voyage au centre de la Terre est complètement exclu car son boulard énorme ne passera jamais le cratère d'un volcan. Et à force, tu as assimilé
littérature classique égale chiant. Et c'est bien normal parce qu'on a tout fait pour. Mais tu te trompes. Évidemment, ce n'est que mon ressenti et si tu n'es pas d'accord avec moi, eh bien, j'en suis heureux pour toi. Et oui, je prends quelques raccourcis. En tout cas, tu es libre de t'exprimer sur ce sujet dans les commentaires. Jules Verne est né en 1828 à Nantes et est décédé en 1905 à Amiens. Il s'agit de l'auteur français le plus traduit. Dans ses œuvres les plus connues, on retrouve Voyage au centre de la Terre, mais également 5 semaines en ballon ou l'excellentissime 20 000 lieues sous les mers. En ce qui me concerne, j'ai lu pas mal de romans signés Jules Verne, mais je n'avais jamais lu Voyage au centre de la Terre. L'éditeur RBA propose en ce moment une collection Jules Verne chez les marchands de journaux et le numéro 1, Voyage au centre de la Terre, était à 3 ou 4 euros. Alors ben écoute, ça a fait l'occasion. En plus, je trouve que l'édition, certes, elle n'est pas parfaite, mais elle est loin d'être dégueulasse. Le charme du vintage opère plutôt bien et à l'intérieur, tu retrouves les illustrations qui étaient présentes dans l'édition originale qui rajoutent encore plus de cachet. Illustrations signées Edgar Riou. J'ai pensé pour certaines qu'il y avait un problème de calibrage, parce qu'il y en a qui sont très sombres et on n'a pas les détails, mais après quelques recherches sur internet, non, elles sont comme ça. Enfin bref, ce livre fait 230 pages et il est composé, la première partie du roman Voyage au centre de la Terre sur 270 pages, suivi des nouvelles Un drame au Mexique et 10 heures en chasse. On laisse de côté serial killer, inspecteur de police brisé par la vie, meurtre sordide, assassinat d'enfants, abus de cadavres, dépeçage, créatures sanguinaires et ambiance glauque et compagnie, puisque cette fois, les seules entrailles dont il sera question sont celles de la Terre. Suis-moi, on descend. Nous sommes en 1863. Le professeur Otto Lidenbrock est un éminent géologue et minéralogiste allemand. Il vit en compagnie de son neveu orphelin Axel Lidenbrock et de Marthe, la domestique et cuisinière de la maison. Le moins que l'on puisse dire du professeur Otto Lidenbrock, c'est qu'il s'agit d'un original. Le 24 mai 1863, le professeur Lidenbrock rentre surexcité par sa dernière trouvaille. Il a acquis à un très bon prix un ancien livre qui n'est autre qu'un manuscrit original rédigé par Snorre Sturleson, un historien et poète islandais du XIIe siècle qui, soit dit en passant, a existé pour de vrai. De ce vieux livre s'échappe un antique parchemin. Le professeur Lidenbrock reconnaît immédiatement sur ce parchemin une écriture runique islandaise, mais le message semble codé car une traduction simple ne mène à rien d'intelligible. C'en est trop pour le professeur qui décide que rien d'autre n'a d'importance que de résoudre ce mystère. Et tant qu'il n'y sera pas parvenu, toute la maisonnée vivra à son rythme et sous sa tyrannie. Si au début, Axel n'est pas passionné par le déchiffrage de ce message, au bout d'une journée, il commence à avoir la dalle. Et c'est par hasard qu'Axel finira par réussir à déchiffrer le message. Et ça donne. Descends dans le cratère de Jökull de Snæfell que l'ombre du Skartaris vient caresser avant les calendes de juillet. Voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la Terre. Ce que j'ai fait. Signé Arne Saknussemm. Le Jökull de Snæfell, c'est un vieux volcan éteint en Islande, peu avant les calendes de juillet. Donc fin juin, et on est déjà fin mai. C'est décidé, départ immédiat et Axel sera du voyage. Celui-ci, complètement réfractaire, fait tout pour raisonner son oncle. Visiter le centre de la Terre, mais c'est impossible. C'est de la folie. Otto Lidenbrock a déjà pris sa décision. Ce voyage aura bien lieu, car une opportunité comme celle-ci ne se présente qu'une seule fois dans une carrière scientifique, ou même dans une vie. Impossible de savoir si Arne Saknussemm dit vrai sans se rendre sur place. En route pour l'Islande. Une fois sur place, le professeur et son neveu sont accueillis par le professeur Fridriksson. Enseignant en sciences naturelles, c'est un ami du professeur Lidenbrock. Il vit à Reykjavik, capitale islandaise. Cette expédition ne pourra jamais aboutir sans un guide. Fridriksson présente donc à nos deux personnages Hans, un chasseur local. Il sera le troisième homme de l'expédition. D'un flegme à toute épreuve, il se révèle être un homme à tout faire idéal. Nos trois personnages se rendent au pied du volcan éteint, mais avant d'en atteindre le cœur, il faut déjà le gravir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas de tout repos. Il en est de même pour la descente au sein du cratère. Là,
Sur l'une des parois se trouve ce qui ressemble à l'entrée d'une caverne. Tout proche, un nom est gravé à même la roche, Arne Saknussemm. Entrez, messieurs, la piste est ouverte. Je te le redis, je ne veux pas te présenter une analyse. Déjà parce que je ne me sens pas à la hauteur et aussi parce que je trouve ça chiant. Je suis pas là pour t'aider à réviser ton bac de français. Moi, je te présente un avis, c'est-à-dire une expérience de lecture. Tout d'abord, pour te parler de la plume de Jules Verne, évidemment, c'est une très très belle plume, mais ça reste une plume d'époque. Le style est daté, mais j'insiste là-dessus, ce n'est pas du tout inaccessible. C'est-à-dire que c'est écrit dans un langage soutenu, mais pas du tout pompeux. Ce sont des tournures de phrases auxquelles on n'est pas habitué, mais en 5 paragraphes, t'as chopé le décodeur et tu peux finir le bouquin tranquille. Pour faire simple, si le français est ta langue maternelle, Voyage au centre de la Terre t'est pleinement accessible. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, je peux pas savoir, et je dis pas ça pour pointer du doigt qui que ce soit. Justement, je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que je sais qu'apprendre le français, c'est quelque chose de très courageux. Le récit est raconté à la première personne et le narrateur n'est autre que Axel Lidenbrock qui te raconte son périple. Personnellement, j'ai adoré le personnage d'Otto Lidenbrock parce que le type est complètement barré. Ce type a voué sa vie à la science et il est marié avec. Il applique un esprit cartésien à toute épreuve, par exemple. Marcher dans une galerie pendant des heures et atterrir dans une impasse, ce n'est pas un échec. C'est le seul moyen connu pour déterminer si le chemin qu'on a choisi est le bon ou pas. D'ailleurs, il convainc à plusieurs reprises Axel de continuer le voyage parce qu'il lui transmet cette passion pour la science. Alors que son neveu, lui, il est complètement rincé et démotivé. Le personnage de Hans, lui aussi, est assez génial. En fait, pour simplifier, c'est Terminator. Il est d'une impassibilité totale. Il ne parle quasiment jamais et quand il le fait, c'est pour ne dire qu'un seul mot, en islandais, bien sûr. Il ne se plaint jamais et ne réclame rien sauf une chose, son salaire journalier au professeur. En fait, c'est le stéréotype de l'islandais attitude viking. Si le mot stéréotype peut présenter une connotation péjorative, en vérité, là, c'est drôle. Parce qu'il y a un tel décalage. Par exemple, le professeur et son neveu font des découvertes scientifiques durant leur périple, et même des découvertes qui remettent en cause des vérités scientifiques acquises. Et ils sont surexcités par ce qu'ils voient. Et lui, Hans, il n'en a rien à foutre. Franchement, c'est juste comique. La science, justement, c'est l'un des thèmes abordés dans ce roman, et je sais que certains éléments scientifiques présentés sont réels, et que d'autres ne le sont pas, mais je ne sais pas lesquels. Je me doute que voyager au centre de la Terre, ce n'est pas quelque chose de possible. Je sais que plus on s'enfonce dans la croûte terrestre, plus la température augmente, jusqu'à mourir. Mais même cette théorie acquise, elle est réarrangée par Jules Verne à travers son personnage du professeur. Il t'a expliqué pourquoi, à cet endroit précis, l'accès au centre de la Terre est possible. Je sais que ce n'est pas possible, mais Jules Verne rend ça juste un tout petit peu probable. Et là, tour de force parce que toi, lecteur, t'as pas besoin de plus. Si tu fais un tout petit effort pour y croire, eh bien le centre de la Terre, tu vas y aller. Et à partir de là, plus rien n'est impossible. Il est également question des progrès technologiques de son époque. Le professeur, pour l'expédition, a embarqué tout un tas de matériel. Évidemment, ils partent vers l'inconnu, donc ils ne savent pas à quoi s'attendre. Le professeur a pris un serpentin de verre rempli d'un gaz qui dégage une luminescence blanchâtre lorsque celui-ci est soumis à une haute intensité fournie par une pile artisanale. Traduction, il a pris un néon portatif. En réalité, Jules Verne s'est inspiré de la bobine de Ruhmkorff qui a été mise au point dans les années 1850 par un physicien du même nom et qui permet d'obtenir de très hautes tensions électriques à partir d'une source de courant continu. Et il s'est également inspiré du principe de fonctionnement de la lampe à décharge, qui est l'ancêtre du néon. Pour te dire que Jules Verne était visionnaire, le néon, tel qu'on le connaît, il a été mis au point en 1910, soit 46 ans après la sortie de ce bouquin. Maintenant, est-ce que tout est parfait? Non. En réalité, le récit se concentre principalement sur la découverte du manuscrit, le voyage en Islande et l'excursion jusqu'au centre de la Terre. Et ça, c'est les 3/4 du bouquin. L'arrivée au centre de la Terre et la découverte de ce nouveau monde, finalement, ça occupe une place assez restreinte. Et en plus,
cette partie de l'histoire est très contemplative, c'est-à-dire qu'il t'est fait part des réflexions et des observations des personnages à la découverte de ce nouveau monde, mais ils interagissent si peu avec ce nouvel environnement, alors que tout est à découvrir, et je trouve ça tellement dommage, parce que j'en attendais plus. La raison principale à ça, c'est que personnellement, me rendre au centre de la Terre, eh ben c'est pas prévu, donc là c'était l'occasion. Ça n'empêche pas que j'ai adoré ce bouquin, mais 5 petits chapitres de plus sur la faune et la flore du centre de la Terre auraient été les bienvenus. Est-ce que je pourrais te conseiller Voyage au centre de la Terre de Jules Verne? Oui, si tu aimes les récits d'aventure et fantastique, tu vas adorer. Si tu te refuses à lire ce livre parce que c'est pas ton style, parce que la plume de Jules Verne tu n'aimes pas, parce que l'histoire ne t'intéresse pas, franchement je peux l'entendre. Personne n'a rien à redire et c'est pleinement légitime. Mais si tu t'y refuses parce que ce récit t'intimide, alors là je crois que tu fais une erreur. Et c'est dommage de t'en priver. Après, tu fais bien comme tu veux. Et la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir te faire une idée sans dépenser un rond. Parce que tous les récits de Jules Verne sont dans le domaine public. Tu peux l'acquérir gratuitement sur les stores, que tu sois sur iOS ou Android. Wikisource propose ce texte en intégralité. Tu peux le lire depuis un navigateur, mais tu peux également le télécharger en version EPUB pour les liseuses, Mobi pour les Kindle ou PDF pour tout le reste. Et si tu le préfères en livre audio, eh bien bonne nouvelle, l'excellent site littératureaudio.com te le propose gratuitement. Bien évidemment, je te mets tous les liens dans la description et bien sûr c'est légal. N'est-ce pas magnifique? En ce qui concerne les adaptations, je n'ai vu que le film de 2012 réalisé par Henry Levin avec comme acteur principal Brendan Fraser, celui qui jouait le rôle du grand philosophe Georges de la Jungle au cinéma. Et oui, La Momie aussi. Alors, si tu as envie de voir un film familial d'aventure, grand divertissement, grand spectacle hollywoodien, franchement, il est pas mal. Mais si on se concentre sur sa qualité en tant qu'adaptation, alors là, franchement, c'est une catastrophe parce que l'esprit du bouquin est complètement absent du film. En fait, j'ai fait une liste très exhaustive de tous les points communs entre le livre et le film. Alors, premièrement, les personnages voyagent au centre de la Terre. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires, toi, quels livres classiques t'ont marqué. En ce qui concerne la suite, oui, ne t'inquiète pas, on va retourner trucider des gens. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye!